Endgame approche à grands pas au moment de cette vidéo. Ce quatrième film Avengers va non seulement clôturer la phase 3 du MCU, mais également ce que l'on pourrait appeler la saga de l'infini. La conclusion de 11 années d'histoire sur lesquelles se sont étalés pas moins de 22 films. Bref, ce film marque la fin d'une ère, mais pas de Marvel Studios. Salut à tous, c'est Flippies. C'est donc l'occasion parfaite de revenir sur les 22 films du MCU dans plusieurs vidéos rétrospectives. 4 plus exactement, une pour chaque phase, dont 2 parties pour la troisième phase qui est un peu plus longue que les 2 premières. Aujourd'hui, il va donc être question de la première phase, celle avec laquelle tout a commencé. Je précise que ça va méchamment spoiler, du coup, ayez vu les films, c'est le plus simple. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que Marvel Studios a bouleversé l'industrie du cinéma de super-héros. En bien ou en mal, là n'est pas la question. Il suffit de constater l'engouement que provoquent les trailers Avengers depuis Age of Ultron et les nombreux records que battent régulièrement les films de la firme. Marvel possède pas moins de 4 longs métrages dans le top 10 des films ayant généré le plus de recettes. Et au moment où je vous parle, Endgame n'est pas encore sorti. Il y a donc fort à parier que ce nombre passe à 5 très prochainement. Les super-héros et plus particulièrement les Avengers sont à la mode, c'est indéniable. Les fans inconditionnels attendaient ça depuis des années, et le grand public consomme leurs films comme n'importe quel autre blockbuster. Et pourtant ce succès est encore tout récent, car il n'y a pas si longtemps, la situation de Marvel était radicalement opposée. En 1996, la Maison des Idées fait faillite, menaçant l'industrie du comics tout entière. Puisque oui, la disparition de l'un des deux Big Two n'aurait certainement pas laissé son concurrent direct indemne. Heureusement, les responsables de l'époque ont fini par extirper l'éditeur de cette situation de crise. Marvel est racheté par Toy Biz et vend les droits d'adaptation cinématographique de ses plus grosses licences. C'est comme ça que X-Men de Bryan Singer est produit par la Fox et Spider-Man de Sam Raimi par Sony. Si Batman et Superman sont les deux vedettes de DC, chez Marvel ce sont Spider-Man et les X-Men qui tiennent la boutique. Les Avengers, eux, sont peu connus, voire carrément inconnus, à l'exception des lecteurs de comics. La faute notamment à un manque d'adaptation en dessin animé, là où Spider-Man et les X-Men ont eu droit à de nombreuses séries entre les années 80 et 2000. Cependant, les succès critiques et commerciaux vont donner envie à Marvel de ramasser plus que les miettes laissées par la Fox et Sony. C'est ainsi que germe l'idée de Marvel Studios, qui va devoir réfléchir à quels super-héros sont encore disponibles afin d'être adaptés directement par leurs soins. Thor, Iron Man et Ant-Man, membres fondateurs des Avengers auxquels viennent s'ajouter Captain America, sont encore en leur possession. Marvel décide alors de lancer un projet de plusieurs films de super-héros en solo qui aboutirait à leur réunion dans un même film. Ne reste plus qu'à récupérer Hulk auprès de Universal. Mais avant de définitivement se lancer, le studio devait trouver son style et vérifier si le public était prêt à suivre. 2 films sont alors mis en chantier. Tout commence en 2008 avec Iron Man de Jon Favreau. Inventeur de génie et playboy milliardaire, Tony Stark se fait capturer par un groupe terroriste en Afghanistan alors qu'il venait assister à la démonstration de son nouveau missile. Blessé au cœur lors de l'attaque, il survit grâce à un mini-réacteur placé dans sa poitrine qui empêche les éclats d'obus d'atteindre son cœur. Il construit ensuite une armure afin de s'échapper et retourne au pays avec la ferme intention de mettre fin à sa production d'armes qui sème la mort à travers le monde. Il se fabrique alors une nouvelle armure et part casser du terroriste avant de découvrir que tout ça était organisé par son ami et associé Obadiah Stane. Au casting, on découvre Robert Downey Jr. dans le rôle principal de Tony Stark. Il est accompagné par Gwyneth Paltrow qui incarne son assistante Pepper Potts, Terrence Howard dans le rôle de son meilleur ami James Rhodes, et enfin Jeff Bridges incarne Obadiah Stane. Quant à Jon Favreau, il passe également devant la caméra pour incarner le garde du corps Happy. Robert Downey Jr. crève l'écran. C'est une évidence de dire ça, surtout après 11 ans durant lesquels l'acteur a largement contribué au succès du MCU, mais c'est important de le rappeler. L'acteur a tellement marqué les esprits qu'il a atteint le statut indissociable de son personnage, comme l'avait fait Hugh Jackman avant lui avec Wolverine. On sent que Downey Jr. s'éclate dans ce rôle. Il fait transparaître tout le génie du personnage et son excentricité, tout en y ajoutant l'arrogance dont il fait preuve. Une prestation soutenue par la réalisation simple mais efficace de Jon Favreau qui met en scène des dialogues énergiques qui traduisent la vivacité d'esprit de Tony et qui fonctionnent à merveille à l'écran, notamment grâce à l'humour bien dosé qui deviendra ensuite la marque de fabrique du studio. Autre grosse réussite de ce film, c'est l'intelligence avec laquelle le matériau de base a été adapté. En effet, le scénario s'inspire principalement du Tales of Suspense numéro 39 de 1963 où Iron Man a été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Ses origines prenaient racine dans un contexte de guerre froide où Tony fut capturé par des Vietnamiens. Sauf qu'en 2008, tout ça n'était clairement plus d'actualité. Du coup, le Vietnam laisse place à l'Afghanistan et on y intègre le méchant Ironmonger apparu dans les années 80 dans les comics.
Une bonne façon d'ajouter un ennemi à la hauteur du héros en liant les origines de son armure à la première version de celle d'Iron Man. Cette modernisation du récit est l'occasion de creuser du côté du terrorisme et de la course à l'armement. On découvre rapidement, en même temps que Stark, que les armes qu'il crée en pensant permettre à son pays de répandre la paix sont en fait surtout utilisées par des terroristes pour semer la mort. Sans trop rentrer dans les détails non plus, parce que ça reste un blockbuster Marvel, je trouve que ça montre assez efficacement le cercle vicieux de ce système. Les États-Unis tentent de créer des armes toujours plus puissantes afin de combattre les menaces telles que le terrorisme. Sauf que ces mêmes terroristes utilisent eux-mêmes ces armes. Du coup, les États-Unis doivent avoir des armes encore plus puissantes pour les contrer. La décision de Tony face à cette vérité est donc pleine de sens. On ne fabrique plus d'armes. Le héros suit ici un développement simple, celui de la rédemption, en faisant en sorte de racheter ses erreurs passées en mettant ses talents au service des autres. On s'attache alors très facilement au personnage. D'une part, on admire son génie, et d'autre part, bien qu'il soit un être hors norme, on s'identifie facilement, car avant d'être un héros, il reste un humain faillible en proie au doute. C'est d'ailleurs avec ça que Marvel a pas mal chamboulé l'industrie du comics dans les années 60. Là où DC proposait un panthéon de dieux modernes, la Maison des Idées a créé des héros beaucoup plus humains, avec des problèmes existentiels et sociaux. Un premier film donc qui, en plus de modifier les origines de Iron Man tout en respectant le matériau de base, s'inscrit parfaitement dans l'esprit Marvel. Et comment parler d'adaptation sans aborder l'armure ? En général, la question du costume est toujours délicate lorsqu'il s'agit d'une adaptation de super-héros. Il faut rendre le costume crédible tout en faisant en sorte qu'il soit reconnaissable mais surtout pas ridicule. Avec Iron Man, la difficulté est décuplée puisqu'il ne s'agit pas juste d'un costume mais carrément d'une armure high-tech en avance de plusieurs années sur les autres technologies. Autant dire que le défi était de taille, surtout pour un film dont le but est de lancer un projet devant s'étaler sur plusieurs années. Défi remporté haut la main grâce au travail de Stan Winston, un cadre dans le milieu qui s'était déjà occupé des dinos de Jurassic Park et des Terminator. Le rendu est tout simplement bluffant, l'armure prend vie sous nos yeux à tel point qu'on la croirait réelle. Encore aujourd'hui, le rendu est très convaincant, contrairement à des modèles plus récents où la surutilisation de FX risque de les rendre rapidement obsolètes. L'armure s'illustre à plusieurs reprises dans des scènes incroyables, notamment celle où Tony s'en équipe pour la première fois et celle du premier vol. Scène portée à merveille par la musique de Ramin Djawadi, qui a depuis composé les musiques de Game of Thrones, Person of Interest ou encore Westworld. Le film se termine enfin par un affrontement contre Ironmonger plutôt impressionnant, Obadiah Stane faisant un méchant correct malgré le fait qu'on comprend assez vite qu'il est derrière tous les problèmes du héros. À la suite de ce combat, Tony révèle sa double identité à la presse, une manière de briser les codes du genre puisque la plupart des autres super-héros de l'époque accordent une grande importance à leur identité secrète. Ce premier opus est également l'occasion de poser les bases de l'univers étendu avec l'introduction de Coulson et du Shield, qui interviennent à plusieurs reprises tout au long de l'histoire. Et puis bien évidemment, c'est concrétisé par la toute première scène post-générique où Nick Fury apparaît et déclare à Tony qu'il n'est pas le seul super-héros, nous annonçant un potentiel film Avengers sans pour autant le confirmer. C'est d'ailleurs pour ça à l'époque qu'il ne s'agissait que d'une scène bonus, ne faisant pas partie du reste du film. Marvel souhaitait garder un peu de mystère et surtout ne pas trop en dire tant que le projet Avengers n'était pas définitivement confirmé. Bon, finalement les scènes post-génériques ont fini par devenir la signature de Marvel. Au final, rien d'étonnant à ce que Iron Man ait lancé le MCU. Certes, le scénario reste assez conventionnel et s'inscrit dans le moule des autres blockbusters, mais pour un premier film qui en plus est une origin story, il n'y avait pas besoin de faire plus compliqué. Il dose parfaitement humour-réaction avec un rythme et une musique au top. Et puis surtout, il réussit l'exploit de faire sortir Iron Man de son quasi-anonymat pour en faire l'un des héros les plus populaires du moment, ce qui sera confirmé avec les autres films. Un premier long métrage qui mine de rien a pris pas mal de risques avec un héros peu connu aux origines dépassées, son costume difficilement adaptable et le choix de son interprète loin d'être une évidence à l'époque. En fait, je ne trouve pas vraiment de gros défauts à Iron Man. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre du genre, mais à l'inverse, j'ai l'impression qu'on a trop souvent tendance à l'oublier parmi les meilleurs films du MCU. Car finalement, c'est en bonne partie grâce à lui que l'univers est ce qu'il est aujourd'hui, puisque sa recette mélangeant action et humour a ensuite servi de modèle à tous les autres films du MCU. Enfin tous, pas vraiment. Si Iron Man a tendance à être oublié des meilleurs films du MCU, Hulk lui est oublié tout court. Et pour cause, il s'agit du deuxième film servant de test à Marvel avant la confirmation du projet Avengers. À ce moment-là, la recette Iron Man n'est donc pas encore la norme.
L'incroyable Hulk a donc suivi sa propre voie, et c'est Louis Leterrier, réalisateur notamment du Transporteur 1 et 2, qui s'est retrouvé en charge du projet pour une sortie en 2008. Après avoir été exposé aux rayons gamma, Bruce Banner a trouvé refuge au Brésil où il n'a pas connu d'incident Hulk depuis plus d'1 an. Malheureusement, il s'écorche accidentellement dans l'usine de soda où il travaille. Son sang atterrit dans une bouteille qui finit par être commercialisée aux États-Unis et provoque une crise cardiaque à un grand-père. À cause de cela, le général Ross retrouve la trace de Banner et envoie Emile Blonsky à sa poursuite. Ce dernier en fait une affaire personnelle et devient finalement l'Abomination, une créature encore plus terrible que Hulk. Ce film est le deuxième portage sur grand écran du personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962 dans les pages de l'Incroyable Hulk numéro 1. L'histoire s'inspirant librement de différentes périodes où Bruce Banner est en fuite et change d'identité afin de se cacher du monde. Niveau casting, Edward Norton est choisi pour incarner Bruce Banner. Liv Tyler est son love interest Betty Ross, William Hurt incarne son père le général Ross, et enfin Tim Ross est Emile Blonsky. Alors déjà j'ai un véritable problème avec le choix de Edward Norton. Je ne déteste pas l'acteur, mais pour moi ce n'est pas Banner. Pourquoi ça je ne sais pas, mais c'est physique. Je trouve qu'il n'a pas la tête à l'emploi, et ça me fait un peu pareil qu'avec Andrew Garfield dans Peter Parker. En soi l'acteur n'est pas mauvais, mais physiquement ce n'est pas le personnage. D'autant que c'est la seule fois du MCU où un personnage va changer d'interprète. Du coup j'ai vraiment beaucoup de mal à m'attacher à Norton dans ce rôle, alors que j'adore Mark Ruffalo par la suite. Oui, je sais, ce n'est pas juste de reprocher ça au film qui n'y est pour rien, mais perso j'ai juste beaucoup de mal avec ça. D'autant que si le jeu de Norton est plutôt convaincant, même si j'ai du mal avec, ce dernier est intervenu à de nombreuses reprises afin de modifier le scénario. Quand on voit le résultat, je pense qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Ça reste difficile de dire si l'acteur a amélioré le script de base ou non, mais quoi qu'il arrive, ça l'a juste rendu plus bordélique qu'il ne l'était déjà. Puisque oui, personne dans la création du film n'a été capable de dire s'il s'agissait d'un reboot ou d'une suite au film de Ang Lee. Ce qui nous amène au merveilleux terme de suiboot, qui ne veut absolument rien dire, puisque par définition, une suite et un reboot sont totalement opposés. L'histoire reprend pas mal d'éléments du film Hulk, tels que le lieu de l'intrigue et certains personnages, tout en changeant des détails des origines du personnage et en faisant abstraction d'une bonne partie des événements du précédent film. L'incroyable Hulk n'est donc pas vraiment une origin story, alors qu'il s'agit du premier long métrage consacré à ce héros dans le MCU. De plus, contrairement à la majorité des autres super-héros dont le build-up consiste justement à les voir devenir ces super-héros, Banner doit éviter à tout prix de se transformer. Cela aboutit à une histoire qui se focalise bien plus sur Banner que sur Hulk. Et même si le scientifique peut se montrer attachant, quand on va voir un film Hulk, c'est pour voir Hulk. Le problème c'est que ça se ressent beaucoup trop dans le scénario. On sent que le film essaie de gagner du temps pour ne pas avoir à trop montrer Hulk. Je pense que c'est en partie dû à des contraintes techniques, puisque même si l'apparence de Hulk est assez réussie pour l'époque, l'utilisation de FX se fait bien ressentir, donnant un résultat final plutôt artificiel. Et puis l'autre problème avec Hulk, c'est qu'il ne fait que gueuler et taper sur tout ce qui passe. Scénaristiquement, il est donc très limité, d'où le choix de se concentrer sur son alter ego. Sauf que le film semble s'étendre en longueur. Par exemple, l'intrigue avec Mr. Blue me paraît un peu alambiquée, surtout qu'on crame très rapidement que tous ces tests vont finir par dégénérer pour donner l'abomination. Le méchant, qui est juste méchant. Blonsky est un mercenaire qui prend mal sa défaite contre Hulk et qui va se mettre à faire n'importe quoi en mélangeant des sérums de super soldats. Il n'a aucune motivation si ce n'est battre Hulk, et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle il est là, offrir un challenger au géant vert. Le véritable antagoniste c'est Hulk lui-même. Banner est le héros du récit car il prend des décisions. Il veut rester discret et surtout ne pas commettre de violence. Hulk se dresse donc sur son chemin, car s'il est là, il va empêcher Banner de rester discret et pacifique, et il l'empêche carrément de prendre des décisions. C'est pour toutes ces raisons qu'il est très difficile de faire un film solo sur Hulk avec un scénario qui se tienne, surtout avec les standards mis en place par Marvel. Entre sa direction différente d'Iron Man, puis des autres opus de Marvel et son scénario brouillon, ce film s'intègre donc assez mal au reste de l'univers. Et s'il fait figure d'ovni au sein du MCU, c'est aussi parce que le Shield est pratiquement absent du film. Là où Coulson sert de fil conducteur entre tous les autres films de la phase 1, l'organisation est ici à peine mentionnée. On a bien des références à Captain America via le sérum, mais ça reste assez discret et un peu flou puisque ce dernier n'existe pas encore pour nous. Il y a bien la scène post-générique où Tony Stark apparaît pour nous teaser plus ou moins une nouvelle fois les Avengers, mais au final, elle se révèle totalement inutile et presque incohérente avec les événements d'Iron Man 2. L'incroyable Hulk se passe après le second volet d'Iron Man, où le projet Avengers n'est plus vraiment d'actualité. Cette scène post-générique a donc dû être expliquée dans le court-métrage Le Consultant, disponible avec le Blu-ray de Thor. Je peux paraître sévère avec ce film, mais ce n'est pas non plus un AV.
Il se laisse regarder et le réalisateur a de très bonnes idées pour retranscrire toute la puissance de Hulk à l'écran. Les scènes de la verrière, du cri dans les montagnes et de l'affrontement à Harlem sont vraiment très impressionnantes. Certes, Hulk apparaît rarement au cours des 114 minutes, mais quand il est là, ça défonce. Après, le film reste moins réussi qu'Iron Man selon moi, ne serait-ce que par rapport aux matériaux de base. Iron Man est sorti du quasi-anonymat grâce à son film, alors que Hulk jouissait encore de la notoriété de la série de 78 avec Lou Ferrigno. Pourtant, le film a rencontré un succès moindre. Rien de catastrophique tout de même, puisqu'il a généré plus de 250 millions de dollars de recettes. Un second succès qui a permis à Marvel Studios de valider son projet d'univers étendu et de passer aux choses sérieuses. Quoi de mieux pour véritablement lancer le MCU que la suite de Iron Man? 2 ans après ce dernier, soit en 2010, sort donc Iron Man 2, premier film à sortir après que le projet Avengers ait été confirmé et que Disney ait racheté Marvel. Jon Favreau est de retour à la réalisation, ainsi que le casting du premier épisode, à l'exception de Terrence Howard qui cède sa place à Don Cheadle pour interpréter Rhodes. Ce second volet accueille également Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, Mickey Rourke dans celui de Whiplash et Sam Rockwell en Justin Hammer. 6 mois après avoir révélé son identité au monde, Tony Stark est devenu une véritable idole. Cependant, le gouvernement s'oppose à ce qu'une telle technologie reste entre les mains d'un seul homme. En parallèle, le milliardaire doit gérer l'empoisonnement de son sang dû à son cœur mécanique qui le pousse à agir de façon totalement irresponsable dans le seul but de profiter de ses dernières semaines à vivre. Et comme si cela ne suffisait pas, un dénommé Vanko va se présenter à lui avec une technologie similaire afin de venger son père de la famille Stark. Tony va alors devoir compter sur l'aide de son meilleur ami et du directeur du SHIELD pour espérer venir à bout de tous ses problèmes. La première chose qui saute aux yeux, c'est le nombre hallucinant d'intrigues qui se chevauchent en à peine 2 heures de film. La simplicité du premier film a laissé place à une histoire brouillon qui veut nous en raconter trop, et qui au final ne nous raconte pas grand chose. Le film parle à la fois de la Stark Expo, de la maladie de Tony, du passé de son père, de ses liens avec Vanko, de sa rivalité avec Hammer qui embauche Vanko afin de fournir le gouvernement qui veut mettre la main sur la technologie Stark, tout ça saupoudré de SHIELD avec Fury et Romanoff qui tentent de teaser la suite des événements et l'existence de l'initiative Avengers. Cela aboutit à un résultat à 2 doigts de l'échec tant l'histoire peine à tenir debout. Le plus regrettable, c'est qu'on sent vraiment qu'il y avait de bonnes idées. La question d'un armement aussi puissant appartenant à un privé est très intéressant et sonne presque comme un prémisse pour Civil War qui arrivera 6 ans plus tard. Sauf que l'idée est gâchée en étant expédiée en 30 secondes par un Tony Stark qui s'en fout mais alors royalement. Il dit presque au gouvernement d'aller se faire mettre en prétextant qu'Iron Man et sa technologie sont indissociables de lui et que la partager mettrait le monde en danger. Cette réaction aurait pu servir de développement au personnage, mais elle sert surtout de punchline et le film ne réaborde jamais vraiment la question. Il finit même par donner raison à Stark à la fin, lorsque Vanko pirate les données destinées au gouvernement, prouvant que cette technologie sera forcément mal utilisée si ce n'est pas Stark qui le fait. D'ailleurs, revenons sur Vanko qui est censé être l'antagoniste principal du film, et ce n'est pas glorieux. Ici, il s'agit d'un melting pot des différentes versions de Whiplash, apparu pour la première fois en 1968 et créé par Stan Lee et Jenny Colan. Avec le temps, on finit par se faire au méchant un peu banal du MCU. Mais là, on est franchement sur un méchant bien merdique, même pour Marvel. On sent que Mickey Rourke est loin d'être à fond, et l'écriture du personnage laisse carrément à désirer. C'est quand même assez peu crédible qu'il arrive à fabriquer un réacteur arc aussi performant que Stark, alors qu'il ne dispose que de très peu de moyens matériels. Quant à sa défaite lors du combat final, c'est bien vite expédié par rapport à tout le build-up autour de ce qu'il était en train de construire tout au long du film. Heureusement, Justin Hammer sauve un peu les meubles. Sans être le méchant de l'année, sa jalousie pour Stark est assez bien amenée, et son côté agaçant à en faire des tonnes fonctionne bien. Malgré ça, le film souffre quand même du manque d'un véritable antagoniste. Le fait qu'Ironmonger soit peu développé dans le premier film n'est pas dérangeant, car l'histoire se concentre sur l'origin story du protagoniste. En revanche, pour ce second opus, l'antagoniste aurait dû proposer un défi de taille, que le héros aurait dû surpasser pour se dépasser lui-même. Sauf que ce dépassement est véritablement permis grâce à l'intoxication de son sang, auquel il doit trouver une solution. Ici, Vanko est relayé au rôle de prétexte pour que Stark s'intéresse au passé de son père, qui lui a laissé les clés de la création d'un nouvel élément qui lui servira pour guérir. Ce même passé qui va nous permettre de découvrir que le père de Tony, Howard Stark, était lié au SHIELD. Et cette fois, Nick Fury ne se contente plus d'une scène post-générique, puisqu'il va directement intervenir dans la quête du héros à plusieurs reprises. Il est même à 2 doigts du Deus Ex Machina. Alors que Stark galère depuis plus d'1 heure de film avec sa maladie, Fury se pointe sorti de nulle part avec des remèdes très efficaces et lui livre toutes les infos dont il va avoir besoin pour définitivement se guérir et battre Vanko.
Le directeur du Shield est également accompagné de Natasha Romanoff, aka Black Widow, une future collègue Avengers de Iron Man qui reste plutôt en retrait pour sa première apparition puisqu'elle est sous couverture une bonne partie du film. Mais elle nous offre malgré tout une scène de combat impressionnante lors du dernier acte, la première d'une longue série. De manière générale, les scènes d'action sont le gros point fort du film. Je pense notamment à la fameuse scène du Grand Prix de Monaco, où l'on voit la valise se transformer en armure avec un rendu impeccable. Idem pour l'affrontement final explosif en compagnie de War Machine. Seul bémol par contre, le manque de victimes visibles dans un tel déferlement d'explosions, qui nuit quelque peu à la crédibilité. De plus, ces scènes ne bénéficient pas des musiques de Ramin Djawadi, remplacé par John Debney qui propose une bande-son relativement oubliable. En même temps, le film a joué la facilité en se contentant de caler des morceaux de AC/DC dans la plupart des scènes. Par contre, le rendu de War Machine est très convaincant et l'alchimie entre Rod et Tony fonctionne à merveille. Commercialement, le film a plutôt bien marché en rapportant quasiment 624 millions de dollars contre 585 pour le premier. Malgré tout, le film reste encore aujourd'hui l'un des plus gros échecs critiques de Marvel pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et j'ai longtemps détesté ce film pour ça. Et puis, avec le temps, j'ai fini par m'y faire, et même si je suis d'accord avec la plupart des reproches qu'on peut lui faire, je me laisse embarquer par l'histoire, et surtout par Robert Downey Jr. en Tony Stark, et je prends juste 2 heures de plaisir à le regarder jouer. Enfin, Iron Man 2 se conclut lui aussi par une scène post-générique annonçant l'arrivée prochaine de Thor. Après 2 films Iron Man et un film Hulk fortement ancré dans la réalité, Marvel était sur le point de nous dévoiler un tout nouvel aspect de son univers, un monde peuplé de dieux nordiques et de magie. Thor, fils d'Odin et dieu du tonnerre, va bientôt être nommé roi d'Asgard, mais sa soif de combat le pousse à provoquer un conflit avec Jotunheim alors que son père lui avait formellement interdit. Pour le punir, Odin le destitue de ses pouvoirs et l'exile sur Terre. Là-bas, il rencontre Jane Foster dont il tombe amoureux et le docteur Selvig avec qui il se lie d'amitié. Dans sa quête pour redevenir digne, il découvre les machinations de son frère Loki qui convoite le trône d'Asgard. Sorti en 2011, le film est réalisé par Kenneth Branagh qui a depuis travaillé sur Cendrillon et Le Crime de l'Orient Express. Chris Hemsworth fut sélectionné afin d'incarner Thor et Tom Hiddleston, qui avait également postulé pour le rôle, incarna finalement son frère Loki. On retrouve ensuite Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, Anthony Hopkins dans celui de Odin, Idris Elba en Heimdall et Jeremy Renner en Clint Barton alias Hawkeye. On remarque tout de suite le grand soin apporté à la réalisation par Kenneth Branagh. Habitué des tragédies shakespeariennes, il transpose le genre à Thor, notamment au travers de ses relations avec Loki. Ainsi, c'est la première fois depuis Iron Man qu'on a un méchant un minimum profond. Certes, Loki veut lui aussi dominer, mais il le fait avant tout pour se faire remarquer de son père qui consacre toute son attention à Thor. Avant d'être un méchant, Loki est avant tout un frère et un fils en mal d'amour. Cette personnalité en fait un antagoniste attachant, car à l'instar d'un Tony Stark, on s'attache facilement aux défauts du personnage pour lesquels il est facile de ressentir de l'empathie. Le tandem Thor-Loki fonctionne d'ailleurs à merveille. L'alchimie est là et c'est en majeure partie dû à l'interprétation qu'en font Hemsworth et surtout Hiddleston qui nous surprendra encore plus par la suite. Pour en revenir à la réal de Branagh, j'adore tout particulièrement l'esthétique qu'il a donnée à Asgard. Il mélange parfaitement l'aspect cité ancienne avec le côté planète extraterrestre qui est réellement le lieu, qui implique donc que cette civilisation est technologiquement très avancée grâce à sa magie. En revanche, j'aurais aimé que le film prenne plus de temps pour nous faire visiter Asgard, qui est au final peu présent sur la globalité du long métrage. Une absence due au fait qu'une bonne partie de l'intrigue se déroule sur Terre. Le choix de situer l'action sur Terre peut sembler décevant à première vue, mais en y réfléchissant bien, c'est une décision judicieuse par rapport à la volonté de Marvel d'ancrer ses héros dans le réel et de les rendre les plus crédibles possibles. En effet, Thor souffre de ce qu'on appelle le syndrome Superman. C'est-à-dire que son immense pouvoir en fait un personnage pratiquement parfait, à qui il est difficile d'opposer des adversaires de taille et donc de lui écrire une histoire avec des enjeux. L'exilé sur Terre sans pouvoir permet de passer outre ce problème. On suit un personnage vulnérable qui arrive dans un monde dont il ne connaît rien et surtout qui ne le connaît pas. Cela permet de s'attarder sur sa personnalité et ses défauts pour en faire un héros intéressant à suivre et même attachant. Exilé, il découvre les véritables conséquences de la guerre et prend conscience des responsabilités qui incombent à un roi. Thor suit un vrai parcours initiatique qui lui permet d'évoluer et de nous montrer qu'il ne se résume pas à ses pouvoirs divins. La scène de combat dans les installations du Shield en est un parfait exemple, puisque même sans ses pouvoirs, il surclasse des agents surentraînés, nous montrant qu'il est avant tout un guerrier aguerri.
En revanche, c'est intéressant de voir que même si l'histoire se passe sur Terre avec un Thor dénué de pouvoir, il n'a pourtant pas son alter ego Donald Blake, un médecin qui a longtemps servi d'identité secrète à Thor dès sa première apparition dans le comics Journey into Mystery 83 de 1962. Et vous devez commencer à vous en douter, le personnage a été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Avec ça, Marvel commençait à montrer que la double identité, longtemps rattachée aux super-héros, ne ferait pas partie de son univers. L'histoire introduit d'ailleurs Hawkeye, un archer agent du Shield tout comme Black Widow, qui rejoindra ensuite les Avengers et qui n'en possède pas non plus. Cependant, le film n'est pas exempt de tout défaut. Le principal selon moi découle directement du choix de suivre un Thor n'ayant plus ses pouvoirs. Le long métrage manque d'épicness. La scène d'affrontement sur Jotunheim au début est vraiment réussie, mais après on reste sur notre fin avec un final contre Loki plutôt fade. Et du coup le reste du film paraît un peu long, puisque même si on prend plaisir à découvrir Thor, on attend surtout le moment où il va retrouver ses pouvoirs, ce qui n'arrive que vers la fin. Le résultat final est donc convaincant, mais il manque un petit quelque chose pour en faire une véritable réussite. Thor rapporte pratiquement 450 millions de dollars au box-office, soit moins que les deux premiers Iron Man. Mais comme ces deux-là, Thor se conclut par une scène post-générique annonçant un peu plus Avengers en nous montrant le reflet de Loki observer le Dr Selvig s'apprêtant à étudier le Tesseract. Avant la grande réunion, cependant, il restait tout de même une dernière étape et non des moindres. Eh bien, je crois que ça mérite un coup d'œil. Marvel opère un retour en arrière de 75 ans en nous plongeant en pleine Seconde Guerre mondiale, époque de Captain America. Le projet est confié à Joe Johnston pour une sortie en 2011. Auparavant, le monsieur a entre autres réalisé Jumanji et a été le directeur artistique de la première trilogie Star Wars. Rien que ça. Quant au casting, Steve Rogers est interprété par Chris Evans, Peggy Carter par Hayley Atwell, Sebastian Stan joue le rôle de Bucky, Tommy Lee Jones celui du colonel Phillips, Hugo Weaving est Crâne Rouge, et enfin Dominic Cooper prête ses traits au jeune Howard Stark. Alors que les États-Unis entrent en guerre, Steve Rogers tente tant bien que mal de s'engager malgré son physique chétif. Repéré par le Dr Erskine, il intègre la section scientifique de réserve ayant pour but de créer une armée de super soldats. Steve est choisi pour être le premier, et sera même le seul à cause du sabotage de l'expérience. D'abord relayé au rang de mascotte, Rogers décide finalement de prendre part au conflit où il va devoir affronter la terrible organisation nazie Hydra, dirigée par Crâne Rouge qui tente de s'approprier les pouvoirs du cube cosmique. Une fois n'est pas coutume avec cette première phase, les origines du héros s'annonçaient particulièrement difficiles à transposer à l'écran, surtout pour notre époque. En effet, Captain America a été créé en 1940 par Jack Kirby et Joe Simon, soit au début de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait donc d'un héros ultra patriotique, beaucoup utilisé pour la propagande américaine. Autant dire qu'au début des années 2010, ce ton n'était clairement plus d'actualité, voire carrément ridicule. Pour espérer réussir le film, il fallait donc trouver un moyen d'adapter ses origines à notre époque, tout en situant l'histoire dans cette période de conflit. Chose brillamment réussie, peut-être même plus que la modernisation des origines d'Iron Man. Le film utilise intelligemment ce patriotisme exacerbé en faisant d'abord de Captain America une mascotte de propagande pour la population américaine. L'occasion de faire un clin d'œil à son premier uniforme, qui aurait été vraiment ridicule s'il avait été adapté tel quel. Et c'est justement de ça que se moque le film. Il va d'ailleurs plus loin en intégrant à sa diégèse le véritable premier numéro du comics sur laquelle on voit Captain frapper Hitler, acte final de son spectacle. Un très bon moyen de brouiller la limite entre fiction et réalité qui renforce l'aspect réaliste que Marvel cherche tant à donner. Et c'est pour moi l'une des plus belles références aux comics d'origine de tout le MCU. J'ai aussi eu l'impression que, en plus du costume, le réalisateur se moquait gentiment de plusieurs clichés du cinéma, en particulier lors de deux scènes. Comme pour nous dire que, ok, il fait un film d'époque, mais ce n'est pas pour autant qu'il va utiliser des ficelles scénaristiques aussi vieilles que le cinéma. Lorsque Erskine meurt, il ne prononce aucun mot, mais montre simplement le cœur de Steve, évitant le coup du mec qui meurt sans pouvoir terminer sa phrase. Et juste après ça, l'agent d'Hydra jette un enfant à l'eau pour pouvoir s'échapper. On pourrait croire que le héros va plonger pour sauver le fragile enfant, alors qu'en fait il sait parfaitement nager et dit au capitaine de continuer. Je surinterprète peut-être, mais j'ai trouvé ça appréciable. Le costume final termine ensuite de rendre Captain America crédible à l'écran. Ici aussi, une très belle réussite du film qui propose un costume plus proche de l'uniforme militaire. Un choix judicieux qui permet une fois de plus d'éviter le kitsch du héros, et on peut y voir le souci du détail qui lui a été apporté. Mais tous ces efforts seraient tombés à l'eau sans l'incroyable prestation de Chris Evans.
Donné perdant par la communauté à cause de son passé de torche humaine dans les 2 opus des 4 Fantastiques, l'acteur se surpasse pour nous offrir un Steve Rogers plus que crédible. Il incarne comme il se doit le jeune américain timide en y apportant une touche d'émotion quand cela est nécessaire. Sa prestation est portée par des effets d'incrustation de son visage qui, bien qu'ils ne soient pas parfaits, sont eux aussi globalement très convaincants. La première partie du film où Steve n'a pas encore été transformé est vraiment excellente. À chaque visionnage, je prends un grand plaisir à suivre son histoire et il devient rapidement très attachant. Malheureusement, le personnage perd son charme une fois transformé, car tout comme Thor, on ressent le syndrome Superman. Moralement parfait dès le départ, c'est sa faiblesse physique qui nous permettait de ressentir de l'empathie. Sauf qu'une fois devenu un super soldat, il se retrouve parfait moralement et physiquement, rendant l'identification du spectateur pratiquement impossible. Il renvoie alors une image de boy scout un peu fade, contrairement à Tony Stark qu'on aime pour ses défauts. Les autres membres du casting ne sont pas en reste. Je trouve que Sebastian Stan et Hayley Atwell tiennent très bien leur personnage, et c'est un véritable plaisir de retrouver Tommy Lee Jones dans le rôle d'un gradé bougon. Il apporte une touche d'humour vraiment plaisante sans en faire trop, qui personnellement m'a au moins fait sourire à chaque fois. We are going to win this war because we have the best men. Par contre, j'ai vraiment plus de mal avec Dominic Cooper en jeune Howard Stark, qui joue une version du personnage trop différente de sa version plus âgée jouée par John Slattery. On peut mettre ça sur le fait que le personnage est beaucoup moins expérimenté à cette époque, mais physiquement les 2 acteurs sont trop différents. Alors c'est peut-être juste moi qui est con, mais personnellement je n'arrive pas à me dire qu'il s'agit du même personnage. Et puis parlons du méchant, Crâne Rouge, le leader d'Hydra. Hugo Weaving s'en sort bien, mais une fois de plus, l'écriture du personnage en lui-même n'est pas folle. On ne peut pas reprocher à un film sur la Seconde Guerre mondiale d'avoir des nazis pour méchants, ça serait débile. Mais là on est carrément sur la caricature du nazi complètement mégalo et tyrannique gratuitement. Sa motivation, accrochez-vous, dominer le monde. Waouh! Par contre, j'ai bien aimé la façon dont a été teasée sa véritable apparence. Une première fois au tout début avec les éclaboussures de sang sur le crâne d'Hydra de sa médaille, puis par la grande quantité de peinture rouge sur la palette pendant qu'on le peint. En fait, comme pour les films précédents, il s'agit surtout d'une version méchante du héros pour que ce dernier ait un adversaire à sa mesure dans le dernier acte. Armure contre armure, monstre contre monstre, noble dieu contre dieu du mensonge, et gentil super soldat américain contre méchant super soldat nazi. Autre belle réussite du long métrage, sa reconstitution des années 40. Je n'ai aucune difficulté à m'immerger dans l'époque dépeinte par l'histoire. Seul bémol en revanche, la technologie d'Hydra qui jure vraiment avec le reste. Je sais que le réal a donné une esthétique rétro-futuriste au film, mais malgré tout je trouve les armes à la limite du kitsch. Contrairement aux inventions de Stark qui s'inscrivent parfaitement dans l'ambiance générale. Même si ça amène de légères incohérences, car finalement on n'a quasiment aucune trace de la technologie Stark dans le présent. Il y a bien les missiles dans le premier film, mais après plus rien. Et ce n'est pas grand chose quand on voit la façon dont Tony nous est présenté. Ok, c'est un inventeur de génie, mais qu'est-ce qu'il a construit de si révolutionnaire avant son armure? Et même après avoir stoppé sa production d'armes, Pepper continue de faire tourner l'entreprise. Mais une entreprise de quoi? Certes, ça ne gâche pas le film, mais je trouve que c'est suffisamment important pour nuire à la cohérence globale de l'univers et à l'immersion des spectateurs. Tout ça est cependant rapidement oublié grâce à la musique du génial Alan Silvestri, qui vient compléter à merveille l'ambiance d'époque du long métrage, tout en y apportant une dose d'épique. Le film s'achève enfin en terminant de préparer le terrain pour Avengers avec le réveil de Captain America à notre époque. Le film reçoit globalement de bonnes critiques, mais termine avant-dernier du classement des films de la phase 1 en ne générant que 370 millions de dollars de recettes. Un résultat pas catastrophique, mais loin d'être excellent. Ne restait alors plus que le dernier film de cette première phase qui allait sceller le destin de Marvel Studios et de toute l'industrie du film de super-héros. Après 5 films de préparation et 4 ans d'attente, le film réunissant tous les super-héros de Marvel Studios était enfin là. Aux commandes de l'armée Chitauri, Loki est envoyé sur Terre pour s'emparer du Tesseract. Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye et Captain America vont alors devoir s'unir malgré leurs divergences afin de contrer la première invasion extraterrestre de l'humanité. Le casting des acteurs principaux des différents films se réunit donc à l'exception de Edward Norton, remplacé par Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner. C'est également la première apparition de Cobie Smulders en Maria Hill. Pour donner vie à ce projet, Joss Whedon s'occupa de la réalisation et de l'écriture du script.
et on peut dire qu'il s'en est plutôt bien sorti. On parle carrément d'un avant et d'un après Avengers. Le film a complètement bouleversé l'industrie du cinéma de super-héros et s'est inscrit comme une référence du genre. À sa sortie, il est devenu le 3e film le plus lucratif au monde en générant 1,5 milliard de dollars de recettes. Et il était par la même occasion le 3e film à franchir le milliard de dollars. Mais au-delà de ça, c'est surtout le premier film à rassembler une équipe de super-héros ayant eu leur propre film solo auparavant. X-Men, les 4 Fantastiques ou même les Indestructibles mettant en scène des équipes dès le départ. Le défi de Whedon était donc d'accorder ces personnages afin de créer un tout cohérent. Le réalisateur choisit de mixer les origines classiques de l'équipe, créée en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby, et la version Ultimate de 2002 par Mark Millar et Brian Hitch. Ainsi, la réunification pour combattre Loki est empruntée au premier numéro de 63, et la perte de contrôle de Hulk, elle, provient de l'univers Ultimate. Univers Ultimate qui, de manière générale, a beaucoup servi d'inspiration aux différents films du MCU. J'en profite pour vous recommander le comics qui est excellent. Je pense qu'il n'existe pas meilleure porte d'entrée aux comics. Whedon se concentre sur l'interaction des personnages plus que sur leur développement, un choix qui simplifie le scénario à l'extrême mais qui le fait pour la bonne cause. Cette simplicité se retrouve jusque dans les transitions de la première partie du film. Fury termine sa phrase en parlant de soldats, on passe à Captain qui termine par dire qu'il aurait fallu laisser le Tesseract au fond de l'océan, et on passe à Iron Man dans l'eau. Cela apporte une fluidité à l'histoire qui passe toute seule malgré le grand nombre d'éléments à y réunir. Je me répète, mais Avengers est la première réunion d'une équipe de super-héros. Pas besoin de faire compliqué, puisque ce simple fait constitue un événement en soi. Avant ce film, voir Iron Man se battre ou simplement dialoguer avec Captain America et Thor tenait du pur fantasme. Mais désormais, c'est bien réel. Ici, l'enjeu principal est donc de faire en sorte que ces 6 personnages hétéroclites s'accordent, alors que Loki s'amuse à semer la discorde dans leur rang. Loki qui affirme sa position de meilleur méchant en proposant de véritables motivations à ses actes. Il veut conquérir la Terre parce qu'il est toujours bouffé par la jalousie, et son exil n'a pas arrangé les choses. Côté héros, Stark est le personnage le plus développé en continuant l'évolution amorcée depuis le premier film avec son sacrifice pour détourner l'ogive nucléaire. Un acte qui lui fait prendre conscience qu'être un super-héros n'est pas simplement un jeu, mais que cela implique aussi des responsabilités. De son côté, Captain doit s'adapter à notre époque, et le décalage est d'ailleurs bien mis en avant, notamment lorsqu'il donne un billet à Fury à bord de l'héliporteur. Fury et le Shield qui, après avoir squatté les précédents opus de la franchise, se retrouvent propulsés au premier plan de l'intrigue en servant de colonne vertébrale à l'équipe. Un rôle de réunificateur logique après avoir été utilisé comme fil conducteur de Iron Man à Captain America. Une intrigue qui se conclut par la mort de Coulson, unissant définitivement les Avengers autour d'un objectif commun. Le reste du long métrage se consacre à nous en mettre plein la vue avec des scènes d'action très bien menées, l'apothéose étant bien évidemment la bataille de New York, une scène d'action devenue culte. Le plan où les 6 Avengers sont réunis pour la première fois avec le thème principal de Alan Silvestri est tout simplement extraordinaire. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que c'était tout ce dont j'avais eu envie en regardant un film de super-héros quand j'étais gamin. D'ailleurs, c'est grâce à Avengers que je me suis mis à lire des comics. Et puis bien sûr, il y a le fameux plan séquence qui suit les 6 héros au cœur de la bataille, pour signifier l'union et l'osmose de l'équipe. Par contre, même si Captain prend les rênes de l'équipe à la toute fin, Iron Man reste pour moi le véritable leader de ce premier film. Déjà, c'est lui qu'on commence à suivre lors du plan séquence de la bataille de New York, ça en dit long sur sa place au sein du groupe. De plus, la construction des Avengers s'est principalement faite durant ces films, d'une part lors de la scène post-générique du premier film, et d'autre part tout au long du deuxième film. Et puis c'est aussi le seul à avoir bénéficié de 2 épisodes en une seule phase, ce qui a bien aidé le personnage à trouver ses marques. Et enfin c'est lui qui va établir la première connexion entre les membres de l'équipe. Il connaît déjà Black Widow, affronte Thor le premier, travaille avec Banner et se confronte à Rogers, une opposition qui sera développée tout au long du MCU. Au final, tout est hyper jouissif dans ce premier film, et ce n'est pas seulement du fanservice bête et méchant. Ce qu'on voit à l'écran est le résultat du long travail de préparation de Marvel Studios. Bon, il y a quand même un défaut dans ce film. Là effectivement on est sur la faute de goût, le costume était démodé au bout de 2 mois. La faute à l'abandon de l'aspect uniforme pour plus coller au costume du comics. Les mitaines et bottes en cuir sont remplacées par des versions rouges et la tenue manque de démarcation.
Cela donne à Rogers une silhouette très fine malgré la musculation de Chris Evans, et du coup on perd un peu cette apparence de super soldat. Je pense que ce côté kitsch est en partie volontaire, car Coulson dit bien qu'il est pensé pour être nostalgique, mais pour le coup ça a trop bien marché. Au terme de 142 minutes de pur plaisir, le dernier film de la phase 1 se termine lui aussi par une scène post-générique, annonçant une menace bien plus grande. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Après Avengers, la phase 1 venait de se conclure de la meilleure des manières. Le succès phénoménal du film a permis à Marvel de planifier sa phase 2 et de commencer à réfléchir à une troisième phase, qui viendrait conclure sa première grande saga. A la base, Marvel Studios devait permettre à la Maison des Idées de proposer ses propres productions cinématographiques. Un objectif plus qu'atteint puisque la première phase a secoué le genre et s'est imposée comme une référence, mais surtout comme un nouveau challenger aux autres studios. Elle a donc permis à Marvel de présenter ses premiers héros et de les réunir dans un film team-up. Tout ça avec la volonté de les rendre les plus réalistes et crédibles possibles afin de leur donner vie. J'imagine que vous l'attendez, voici donc mon top 6 des films de la phase 1. Avengers se détache clairement du lot et sans lui il est vrai que la phase aurait manqué d'impact. Iron Man est également très bon et comme je l'ai dit, je trouve qu'on a tendance à l'oublier parmi les meilleurs films du MCU. Ensuite, Captain America et Thor. Tous deux sont bons et avec le recul je les apprécie beaucoup plus qu'à leur sortie. Mais malgré tout, il leur manque un petit quelque chose pour les faire sortir du lot. Et enfin, Iron Man 2 et l'incroyable Hulk bien trop faibles par rapport aux autres. C'est ainsi que s'achève la première phase. Les Avengers se sont réunis pour la première fois, et ils le referont lorsque ce sera nécessaire. Mais pour l'heure, chacun repart vivre ses aventures en solo. J'espère que cette première vidéo rétrospective vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout à me donner votre avis sur les films de la phase 1 je précise, puisque je ne veux pas déjà qu'on spoil les films qui sont en train de paraître, notamment Captain Marvel et Endgame, que tout le monde n'aura peut-être pas vu, d'autant que Endgame sera probablement pas sorti au moment de la publication de cette vidéo, et puis de toute façon, la phase 2 arrive très prochainement. J'aimerais aussi faire un gros big up à Niall Stenson, qui est un youtubeur qui fait énormément de covers de plein de musiques, il a fait toutes celles du MCU, c'est celles que j'utilise dans la vidéo. Voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, il a déjà plus de 130 000 abonnés, donc il y a des chances que vous connaissiez déjà sa chaîne par rapport, voilà, nous à notre nombre d'abonnés sur la chaîne, mais voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous procurer sa musique qui est disponible, il me semble, sur iTunes. J'adore, franchement, il y a vraiment de ces thèmes que je préfère aux thèmes originaux des fois, je les écoute très souvent, donc voilà, ça a permis d'avoir un fond sonore cohérent, de qualité pour cette vidéo et pour les prochaines normalement, donc gros big up à ce youtubeur que je vous invite plus que fortement à découvrir. C'en est donc terminé de cette première vidéo, on se retrouve très prochainement pour la phase 2, salut à tous.